Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du média Me Parle Pas d'Âge. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir notre premier invité. Donc, c'est Marie-Christine. Et comment tu vas? Je vais très bien, merci. Merci de me recevoir. Merci à toi. Et Luc, comment tu vas? Ça va très bien, merci Pierre. Parfait. Ce que je te propose, Marie-Christine, c'est de commencer par 2 questions simples avec des réponses simples. Donc, première question, quelle était ton ambition lorsque tu avais 16 ans? Lorsque j'avais 16 ans, j'étais en première. Et si je me rappelle bien, mon ambition, c'était de plus tard occuper un poste à responsabilité, donc de direction au sein d'une grosse entreprise, une grosse multinationale, et ainsi de pouvoir voyager à travers le monde. Ok. Et à présent, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais actuellement? Alors, aujourd'hui, j'ai 26 ans. Et c'est marrant que tu poses cette question parce que jusqu'à il y a 2 semaines, j'occupais le poste de consultante en transaction, donc dans un grand cabinet d'audit et de conseil, EY. Et aujourd'hui, donc, je viens de créer mon entreprise. Félicitations. Je viens de passer de l'autre côté, du côté de l'entrepreneuriat. Okay. C'est top. Et maintenant, on va passer à un format un peu de questions type combini. Donc, c'est vraiment, tu te justifies pas, juste tu réponds. Je te laisse faire, Luc. Ok, t'es plus team thé ou café? Thé. Mandela ou Luther King? Mandela. Ngannou ou Cédric Doumbé? Ngannou. Pizza ou burger? Pizza. Football ou basket? Basket. LinkedIn ou Twitter? LinkedIn. TikTok ou Insta? TikTok. Ok. Maintenant, on va parler de ton parcours. Donc, je l'ai donné un peu en avant-goût. On a pu voir ton ambition lorsque tu avais 16 ans. Donc là, je vais te proposer de nous expliquer un peu qui es-tu finalement, d'où viens-tu et comment tu nous es arrivé ici. Alors, je m'appelle donc Marie-Christine, donc comme tu l'as si bien dit, Kameni, donc d'origine camerounaise. Mais j'ai vécu au Sénégal, donc j'ai grandi là-bas. Une fois que j'ai eu mon bac, donc j'arrive en France à 17 ans. J'arrive en école de commerce. Je ne connais personne, ni dans l'école, ni dans la ville. Donc il faut me réadapter. Ouais. Mais ça a été la première fois où je sors finalement de ma zone de confort. Mais ça a été aussi une excellente expérience. Donc je fais mes études, à l'issue desquelles j'obtiens un diplôme en finance d'entreprise. Et je commence donc ma carrière chez EY, comme je disais, en tant que consultante. Et puis, voilà. Et justement, tu as expliqué que donc, tu es d'origine camerounaise, mais que tu as fait une partie de ta vie au Sénégal. Peut-être, qu'est-ce qui a poussé ta famille à aller au Sénégal et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à aller finir tes études en France? Donc, ce qui a amené mes parents à aller au Sénégal, c'était le travail. Donc, ils ont été expatriés au Sénégal. Et donc naturellement, donc je sais pas si vous le savez, mais en Afrique c'est assez courant finalement d'aller à l'étranger continuer ses études, notamment en France, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, pour la qualité justement de l'enseignement académique. Donc c'est ce qui m'a mené. Je savais très tôt que j'allais finalement venir en France, continuer mes études. Et en plus de ça, mes parents m'ont transmis le goût du voyage, donc j'avais absolument pas envie de rester à la maison après mon bac. Ouais. Et peut-être, tu as parlé de ton ambition au début. Est-ce que c'est difficile d'avoir l'ambition que tu avais à 16 ans lorsqu'on vit au Sénégal? Alors, je pense que je vais apporter une nuance dans ma réponse qui est importante. La majorité des jeunes au Sénégal ne peuvent pas avoir ce genre d'ambition. En tout cas, vont avoir très peu cette ambition parce que pour eux, ça va être inatteignable. Pour plusieurs raisons, parce que en raison des conditions auxquelles ils ont accès. Donc voilà, l'écosystème n'est pas toujours favorable. Donc bien sûr c'est possible, mais c'est peu accessible finalement à tout le monde. Et donc ça c'est vraiment quelque chose déjà qu'il faut prendre en compte. Maintenant, j'ai grandi dans un cadre avec des parents qui m'ont transmis la notion de tu peux avoir ce que tu veux. Donc jamais ma condition de femme n'a été prise en compte. Ils m'ont jamais dit non parce que tu es une femme tu pourras pas faire ça, au contraire. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a façonné, qui a façonné ma façon de penser, qui a façonné aussi mes ambitions et de me dire en fait que je pouvais avoir ce que je veux dès la mesure où je travaillais, donc je mettais l'effort pour arriver à atteindre mes objectifs. Et justement, si tu avais un conseil à donner aux jeunes pour qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs, ça serait quoi? Je dirais déjà l'entourage, c'est extrêmement important. Donc comme je disais, moi, mon entourage, d'avoir ce socle-là a été très fondateur en fait. Donc l'entourage, c'est très important. Donc si vous n'avez pas ça dans votre entourage familial,
trouvez-le au travers de vos amis, du cercle qu'on peut finalement se recréer au cours de sa vie. Je dirais aussi le mental, c'est important, même si on n'a pas eu ces graines-là qui ont été semées depuis l'enfance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu sur Internet, de motivation, etc., inspirationnels qui permettent finalement de se mettre dans cette condition-là. On peut avoir ce qu'on veut, donc d'y croire, c'est important, parce que si on n'y croit pas soi, personne n'y croira pour nous. Et le dernier point, je dirais, c'est en fait de chercher l'information. Chercher l'information, poser des questions, être curieux. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrivera finalement, qu'on peut arriver à atteindre ses objectifs, en fait. Et quand tu parles de ton ambition, je sens que tu as une certaine confiance en toi. Est-ce que lorsque tu avais 16 ans, en fait, tu étais confiante dans le fait que tu allais réussir à atteindre ton ambition qui était finalement d'avoir un haut poste dans une grande entreprise, notamment peut-être en Europe? C'est marrant que tu dises ça. Parce que la confiance en soi, je trouve que ça se travaille. C'est pas forcément... c'est quelque chose qui se travaille. Je dirais pas que j'ai toujours eu confiance en moi. Je dirais pas qu'aujourd'hui, j'ai absolument confiance en moi. Mais j'essaie vraiment de me mettre dans la posture d'y croire. Ouais. De croire que j'ai confiance en moi et de me dire que il n'y a pas finalement d'obstacle qui n'est pas franchissable. Ouais. Donc voilà. J'ai pas très bien répondu à ta question. Si, parce qu'en fait, ça fait lien avec ce qu'on disait avec Luc dans le précédent épisode, c'était que justement la confiance en soi, ça se travaille et que c'est finalement notre expérience de la vie, nos obstacles, nos rencontres qui vont venir enrichir cette confiance qu'on a en nous-mêmes. Tout à fait. Exactement. Et peut-être quelle a été la difficulté ou les difficultés lorsque tu es passé finalement du Sénégal à la France? Donc là, ça va rejoindre effectivement la question que tu viens de poser. Ouais. C'est déjà souvent, on arrive en France, donc on arrive dans un environnement donc on ne connaît pas forcément. Même si j'étais déjà venue en vacances, vivre, c'est totalement différent. Ouais. Donc, il a fallu se réadapter. Il a fallu aussi comprendre quelle est la culture, comment est-ce que les gens fonctionnent, ce qui n'est pas le même fonctionnement par rapport au Sénégal ou au Cameroun d'où je viens. Donc vraiment, ce temps d'adaptation-là est vraiment nécessaire. Et quelque part, finalement, le fait, comme je disais, d'être arrivée dans une ville où je connaissais personne, j'avais pas d'amis parce que, bien sûr, il y avait des gens de mon école qui étaient venus en France, mais beaucoup plus dans des villes comme Bordeaux, Toulouse, etc. Donc moi, j'arrive dans une ville, je ne connais personne, je n'ai aucun repère. Ça m'a amené en fait à sortir de ma zone de confort, à rencontrer des gens qui venaient d'univers divers, que ce soit des Français, mais également des personnes qui venaient, des Français qui avaient vécu à l'étranger, donc qui avaient même jamais vécu en France. Donc bref, et puis des personnes qui venaient aussi d'ailleurs, de Bolivie, de Turquie, qui venaient comme moi de l'étranger. Donc tout ça, ça m'a amené finalement à rencontrer des gens, à m'ouvrir l'esprit. Donc la première difficulté, elle a très vite été finalement dépassée. C'était le fait de s'adapter, etc. Et puis après, je dirais, il y a un truc qui revient aussi, c'est l'accent. Donc, t'arrives avec ton accent, tu arrives avec tes façons de faire dont les gens peuvent parfois se moquer. Mais il faut vraiment dépasser ça. Et puis, comme je disais toujours, rester confiant sur le fait que oui, à force de travail, on va atteindre ses objectifs. Donc voilà. Et peut-être par rapport à l'accent, est-ce que tu aurais des astuces sur comment on peut surmonter ces difficultés? Parce que je sais qu'il y a des gens, ils ont énormément de potentiel et de qualité, mais ils vont avoir du mal à se dire je vais quand même prendre la parole en dépit de mon accent. Ça peut être les Français, par exemple, qui vont dans un pays anglophone, ils vont avoir peur de parler en anglais parce qu'ils ont un accent très fort français. Ça peut être des Asiatiques qui viennent en Europe, des Africains qui viennent en Europe ou inversement. Donc, est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui, vraiment pour eux, c'est un obstacle, leur accent? Je dirais embrasser faites cet obstacle. Embrasser votre différence. Accepter qu'en fait, c'est un fait. C'est comme ça. Moi, je disais précédemment que je suis arrivée, tu arrives, on se moque un peu de ton accent. Donc, très vite, tu essayes de le gommer pour pas finalement que ce soit quelque chose qui te porte préjudice. Mais en fait, avec du recul, j'ai clairement repris le contrôle sur cet accent. Je me suis dit, non, je vais pas changer ma personnalité, je vais pas changer qui je suis. Et au contraire, lorsqu'en entretien d'embauche, parce que ça arrive souvent, on va en parler, des difficultés, on pouvait dire oui, tu as un accent, d'où est-ce que ça vient? Certains pourraient se dire mais tout de suite on va me discriminer à partir de là. Non. Au contraire, dire
l'affirmer et prendre ça justement à son avantage, parce que derrière un accent, il y a une culture, il y a quelque chose qui t'enrichit, qui te différencie des autres, et donc vaut mieux en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Oh, c'est fort, c'est par ta différence que tu vas faire la différence en fait. Tout à fait. Et c'est ce que je répète tout le temps. Ah, c'est bien. Peut-être que Luc, ça te parle le fait justement de se dire parfois on va voir quelque chose comme une faiblesse, mais finalement on va en faire une force et c'est ça qui va nous différencier et faire notre singularité. Ouais, totalement. Et le fait, déjà, pour ma part, si je prends mon exemple, je suis une personne d'assez grande taille. Ouais. Donc c'est vrai qu'on me différencie par rapport aux autres. Et je n'irais pas jusqu'à dire que ça a été une difficulté. Enfin, j'ai jamais rencontré de difficultés particulières du fait d'être grand. Mais parfois, j'aurais bien aimé me faire petit. Ouais, être plus discret, quoi. Être plus discret. Non, Et en fait, j'ai compris plus tard que c'était plus une chance qu'autre chose, parce que ça me permettait de me démarquer des autres. Ouais. Et que ça me mettait plus en avant et que je devais en tirer justement, comme tu le dis si bien avant, une force plutôt que quelque chose dont je devais m'apitoyer ou alors que je devais renier. En fait, c'est une chance d'être grand, parce que lorsqu'on est grand, enfin si je prends que cet exemple, j'ai l'impression en tout cas que la parole porte plus et qu'on nous entend mieux, qu'on nous voit mieux. C'est vrai que parfois on aurait préféré, j'aurais préféré par exemple à des moments au collège ou en début de lycée être plus discret. Mais aujourd'hui non, j'en suis content et je suis fier de qui je suis, de ma personnalité. Et peut-être pour rebondir, Marie-Christine, donc tu avais une ambition lorsque tu étais au Sénégal, tu allais en France pour réaliser cette ambition, et finalement est-ce que quand tu es arrivé en France, il y a un moment où tu as douté de pouvoir atteindre ton ambition? Oui, non, bien sûr. J'ai douté parce que déjà c'était difficile de vivre loin de sa famille, difficile de vivre loin de ses amis. Et puis, comme je disais, l'adaptation, se dire finalement, parce que j'arrive en France, moi, je connais pas cette histoire de blanc, noir, etc. Le racisme, enfin, je connais, mais de très loin. Et donc là, je rencontre des gens qui me disent, oui, donc quand tu es noir, finalement, tu as moins de chances que d'autres. Mes parents, je répète, m'ont toujours dit que tu peux avoir ce que tu veux. Donc, finalement, ce sont des choses qui viennent un peu brider sa façon de penser. Et donc, qui, quelque part, m'ont fait, à un moment donné, douter, me dire, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais avoir les mêmes opportunités que les autres, même à force de travail, même en continuant de mettre tous les efforts que je mets? Donc, forcément, oui, il y a eu des moments de doute, mais malgré la distance, j'ai continué à avoir un socle, un support system, comme on dit en anglais souvent, qui m'a appuyé. Ouais. Donc je pense à mes parents, je pense à mes amis qui étaient aussi ambitieuses que moi, qui venaient aussi du Sénégal et qui étaient aussi à l'étranger et qui faisaient face finalement aux mêmes difficultés que moi. Mes amis que je me suis recréés en école de commerce, qui eux aussi avaient les mêmes difficultés parfois en venant de l'étranger ou des difficultés similaires. Parce que ne croyez pas, il y a pas que les étrangers qui peuvent avoir ce doute-là, d'autres personnes aussi peuvent l'avoir. Enfin, donc les Français, les étrangers, tout le monde, voilà. Et donc finalement, ce support system-là m'a vraiment permis de regagner confiance quand je doutais et continuer de croire, garder le cap, tout à fait. Et comment tu as fait face à ces doutes justement? Comment j'ai fait face à ces doutes? Comment tu as fait pour les battre et continuer à avancer? Et justement continuer à avancer, ouais, exactement. Alors, comme je disais au tout début, je posais beaucoup de questions. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup rencontrer des personnes, j'aime beaucoup discuter avec les gens, j'aime beaucoup avoir les retours d'expérience des gens. Donc, discuter avec des personnes qui sont là, qui arrivaient à obtenir des postes, que je visais, ça m'a rassurée dans le fait de me dire je peux y arriver aussi. Quand je rentrais aussi au Sénégal, je rencontrais des amis à mes parents qui aussi avaient fait qui avaient été à l'étranger, donc qui étaient partis étudier comment à l'étranger, qui étaient ensuite, qui avaient travaillé, puis ensuite étaient revenus. Donc eux aussi continuaient de me donner confiance en le fait que oui, je vais y arriver, ne serait-ce qu'en me parlant de leur expérience, de comment est-ce qu'ils en étaient arrivés là. Donc vraiment, le conseil que je donnerais aux gens qui doutent, c'est vraiment aller vous rapprocher des gens qui sont passés par les mêmes chemins que vous, ou qui en fait occupent des postes que vous visez et qui vont permettre de vous donner des conseils
et vous permettre parfois même de gagner beaucoup de temps, au-delà du doute, de vraiment surmonter le doute, mais de gagner beaucoup de temps aussi, vous donner des bons conseils sur la bonne démarche à suivre, les bons choix à faire. Et puis, c'est comme ça que petit à petit, on dépasse cette difficulté. Et dans ta famille, tu as des frères et sœurs? Est-ce que tu es l'aîné ou... Je suis l'aîné. Okay. Et justement, est-ce que le fait d'être l'aîné de ta famille aussi, dans les moments de doute, ça te pousse à dire je montre un peu l'exemple à mes petits frères ou petites sœurs, et donc je vais tenir pour montrer justement qu'on peut surmonter nos obstacles et atteindre nos ambitions? Ah, tout à fait. Je pense qu'en tant qu'aîné, je crois qu'il y a un instinct de survie en nous. Je sais pas, je sais que toi tu es l'aîné. Moi, je crois que nous trois on est aînés, non? Je crois que t'as pas le choix, c'est marche ou crève. Tu traces le chemin pour les autres. Clairement, enfin mes parents me l'ont dit, ils m'ont dit tu vas à l'étranger, si tu échoues, bah tu reviendras non seulement à la maison, mais en plus de ça tes sœurs elles iront pas non plus. Donc donc oui, j'avais la pression. En plus du côté de mon père, oui, je suis aînée de tous les cousins, donc j'avais le regard de tous les cousins. Bon, on n'est pas non plus 36 000 cousins, mais j'avais quand même tous les cousins qui regardaient vers moi, et oui, une énorme pression. Mais ça oblige aussi quelque part à faire attention, à ne pas se louper. Ça peut être, c'est pas facile de porter ce poids, mais c'est aussi un moteur. C'est plus une pression saine. Tout à fait. Et justement, dans ton discours, je trouve que tu as une grande intelligence par rapport à ton environnement. C'est-à-dire que toujours, tu vas avoir des obstacles et tu vas réussir à les surmonter. Ou te dire, par exemple, là, tu as la pression un peu d'être l'aîné, mais finalement, tu vas la transformer en force. Tu avais l'accent, tu te dis, tu l'as accepté, tu l'as fait en force. Donc finalement, d'où ça te vient? Est-ce que c'est un rôle modèle, quelqu'un de ta famille, ou c'est quelque chose que finalement, tu l'as développé sans t'en rendre compte? Je pense que je l'ai développé sans m'en rendre compte. J'ai pas forcément eu de rôle modèle, si ce n'est encore une fois mes parents. Enfin, je trouve que sur ça, c'est d'avoir des parents qui te poussent, qui te disent oui. Par exemple, pour revenir sur l'exemple de la taille, tu dis, moi j'étais grande, enfin je suis grande de taille aussi, et jeune, je complexais, je me disais, je suis toujours la géante, la girafe du groupe. Et puis on le fait souvent remarquer aussi. Je porte des lunettes, bon là j'ai des lentilles. Mais du coup, ça peut créer vraiment des complexes quand on est jeune. Enfin, et puis, lorsqu'on est jeune, enfin, les enfants sont méchants. C'est le monde des méchants. Les gens sont vraiment méchants, mais oui, ma mère me disait, mais non, mais ma mère m'a toujours dit, tu es ma Beyoncé. Et donc, d'avoir une mère qui te dit ça, mais vraiment, tu te sens, bon, t'es pas Beyoncé. Mais ça te donne confiance en toi et te dire, bah, ok, enfin, je m'en fous de ce que les gens pensent. Et bon, tu t'en fous pas toujours. Mais en tout cas, 80% du temps, ou 60% du temps, tu vas quand même être plus dans le positif que rester focalisé sur le négatif. Donc, je dirais ça. Je parle beaucoup de mes parents, mais plus le temps passe, plus je me rends compte que avoir des parents comme ça qui t'encouragent, qui te donnent confiance en toi, c'est vraiment un bagage avec lequel tu évolues et qui te sert pour toute ta vie, quoi. Ouais, exactement. Et peut-être toi aussi, est-ce que Luc, tes parents, ils ont pu te permettre d'avoir confiance en toi? Est-ce qu'ils t'ont toujours encouragé, valorisé ou pas du tout? Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai été éduqué d'une façon là où j'ai toujours été poussé à atteindre mes objectifs, que ce soit à l'école ou dans les autres domaines de ma vie en général. Et oui, c'est une réelle chance. C'est une réelle opportunité parce que tout le monde ne l'a pas. Et c'est vrai que ça nous distingue vraiment, et on le voit, plus on grandit, plus on se rend compte que avoir des parents qui nous poussent et qui sont derrière nous, ça ne peut que être une bonne chose et un moteur de réussite. Enfin, une envie, et ça donne une sorte de niaque, une sorte d'envie de dépassement de soi, une sorte d'envie de ne pas décevoir aussi. Mais on pourrait le voir parfois comme une pression, mais personnellement, en tout cas, moi, je le vois pas comme une pression. Je le vois plus comme quelque chose, ou du moins, si c'est une pression, cette pression, elle est saine. Elle est positive. C'est ça. Parce que c'est un encouragement, et il y a que du bien derrière, il y a que de la bonté. Enfin, l'intention est positive, donc ce n'est pas le rendre négatif. Hein, toujours être dans une attitude améliorative. Lorsque c'est bien, on dit que c'est bien, et lorsque c'est pas bien, tu pourras faire mieux la prochaine fois. Mais jamais, non, j'ai jamais été dans une position. Enfin, en tout cas, je suis très
très satisfait de ce côté-là. C'est très vrai ce que tu dis, justement, le fait que ça peut être c'est une pression, honnêtement. Enfin, là, on dépeint le côté très positif, mais c'est une énorme pression. Oui. Mais qui derrière s'accompagne aussi de la bienveillance, donc ça, c'est important. Mais non, c'est une énorme pression. Et justement, ça me permet de faire la transition. Tu parlais de pression. Donc, on va peut-être partir de la partie où tu rentres dans le monde de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Donc, finalement, tu réussis, comme tu le disais, à travailler à EY. Donc, tu atteins, entre guillemets, ton ambition. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Finalement, quel est ton ressenti? Comment tu évolues dans ce nouvel environnement qui est le monde des grandes entreprises en France? Alors, déjà, je n'ai pas atteint mon ambition, qui était initialement voilà. Mais bon, c'est un choix, finalement, d'avoir réorienté d'avoir fait évoluer mon ambition vers autre chose. Quand j'arrive, faut savoir que l'environnement des cabinets est quand même assez particulier. On travaille beaucoup. C'est très codifié. Mais c'était une bonne expérience. Je pense que au début, il faut être beaucoup dans l'observation. Donc, j'ai été dans l'observation, voir un peu comment ça se passe, pour aussi rentrer dans le moule. Parce que lorsqu'on rentre pas dans le moule, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, principalement, ça s'est passé comme ça. Donc, plutôt dans l'observation, puis ensuite rester soi-même. Hein, donc, j'ai été moi-même. J'aime bien participer à des événements. Donc, quand il y avait des événements, j'y allais. C'est un conseil d'ailleurs que je donne. Lorsque vous êtes dans une entreprise, il y a des choses, ne vous mettez pas à l'écart. C'est important de vraiment participer à la vie de l'entreprise. Ça va vous permettre aussi d'être connu, d'être au-delà de votre travail. Et puis qu'on puisse savoir qui vous êtes, etc. quoi. Et puis créer des liens aussi qui sont importants pour développer son réseau. Et tu disais que tu n'avais pas atteint ton ambition. Justement, à quel moment tu as changé ton ambition? Et quelle est ton ambition maintenant? Alors, mon ambition, elle a évolué au fil de l'eau, je dirais. Parce que il y a toujours eu une part de moi qui aimait bien entreprendre. Quand j'étais étudiante, j'ai justement fait pas mal de business. Plus tard aussi, j'ai eu des activités entrepreneuriales. Notamment, j'avais participé à la co-création d'une plateforme, la première plateforme de revente de livres académiques. Pour éviter justement que chaque année, les étudiants se retrouvent à acheter des livres qui étaient quand même très chers, parfois 500 €, 400, c'était vraiment assez cher, les livres d'économie notamment, je sais pas pourquoi. mais donc voilà, j'avais participé à la co-création de cette marketplace en l'occurrence. Et puis voilà, petit à petit, j'avais des activités entrepreneuriales, je m'intéressais beaucoup au monde de l'entrepreneuriat aussi, j'écoutais des podcasts. Je faisais partie d'une association dont elle avait partie tous les deux, on s'est rencontrés, où on parlait aussi de ces sujets-là. Et petit à petit, j'ai commencé à me dire, mais s'il y avait d'autres voies, et si finalement, je pouvais aussi m'épanouir dans un environnement qui est... Parce que comme je l'avais déjà fait, je me suis dit, et si je tentais l'expérience d'aller au bout du truc, parce que c'est vrai qu'entreprendre en étant en cabinet, donc ceux qui sont passés par là ou qui passeront par là le sauront, c'est compliqué. Et donc voilà, je suis arrivée à me dire, il est temps de faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Je suis jeune, c'est le moment de tenter l'expérience. Et au pire des cas, je pourrais toujours revenir dans le monde de l'entreprise. Quoi. J'ai backé aussi un CV qui était quand même, où j'ai de l'expérience. Bon, j'ai pas 10 ans d'expérience, mais j'en ai quand même pas mal. C'est quelque chose qui peut être valorisé ailleurs. Et puis l'expérience entrepreneuriale aussi, c'est quelque chose qui peut être très bien perçu lorsqu'on passe des entretiens d'embauche. Donc je me suis dit que c'était le moment de tenter l'aventure. Et justement, tu as lancé, il me semble, il y a un an, un peu moins d'un an même. Un peu moins d'un an. Donc tu t'es lancé sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi je t'ai lancé sur les réseaux sociaux et finalement qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et dans tes ambitions? Ok. Donc effectivement, en décembre 2022, je me lance sur TikTok. Pourquoi sur TikTok? Petite histoire, parce que tu disais que j'ai très confiance en moi. J'avais pas du tout confiance en moi à ce moment-là. Et je me suis dit, j'ai envie de me lancer sur TikTok. J'ai envie de me lancer sur les réseaux sociaux pour partager ma connaissance que j'ai pu développer autour de réussir ses entretiens d'embauche, faire évoluer sa carrière, etc. Et j'avais honte de me lancer sur Instagram où j'étais présente. Voilà. Et où je savais que mes amis étaient... J'avais peur du jugement. Donc, je me suis dit, sur quelle plateforme je vais pouvoir me lancer sans trouver
sans qu'il y ait personne pour me juger, ou en tout cas des personnes que je ne connais pas. Et c'est comme ça que je me lance sur TikTok. Et donc, pour la jeunesse de l'histoire, lorsque j'étais étudiante, j'avais commencé à donner des conseils sur comment rejoindre, intégrer les écoles de commerce, comment se préparer aux entretiens d'embauche. Donc, ça a pris de l'ampleur. Je me faisais de plus en plus solliciter, des amis, etc. Et donc, en prenant de l'ampleur, ça commençait à s'étendre. Après que j'ai commencé à travailler, donc je me suis mise à donner des conseils sur comment refaire son CV pour finalement trouver un travail, un stage. Ouais. Donc, cette activité-là que je faisais juste à côté de manière totalement bénévole a pris de l'ampleur. Et lorsque j'allais au Sénégal ou que je rencontrais des chefs d'entreprise ici, ils me disaient mais on n'arrive pas à trouver des talents, on comprend pas, on reçoit des CV qui sont pas toujours, qui donnent pas du tout envie. Ou des lettres de motivation qui sont totalement décousues. Et je comprenais pas pourquoi. Est-ce que d'une part, moi, j'avais des gens qui me contactaient pour trouver un travail, un stage, décrocher une opportunité, et que d'autre part, je rencontrais des chefs d'entreprise qui me disaient qu'ils n'arrivaient pas à trouver des talents. Et je me suis dit, il y a vraiment un trou qui existe un gap, en fait, entre ces deux écosystèmes-là, et il faut les connecter. Et donc, j'ai réfléchi à comment les connecter. C'était en partageant, du coup, ce que je pouvais faire. Ouais. En partageant mes conseils du coup au plus grand nombre pour permettre finalement de créer des liens entre les deux. Et puis deuxième constat aussi que je fais, c'était notamment en France, beaucoup d'étudiants qui sortaient de grandes écoles, qui venaient comme moi d'Afrique ou qui avaient des origines africaines, tu vois, qui venaient pas forcément de milieux très favorisés en France, sans forcément avoir des origines africaines, etc., n'avaient pas cette info, ne savaient pas comment s'y prendre, et finalement, lorsqu'ils en venaient à candidater, ils n'avaient pas les mêmes opportunités que ceux qui viennent de milieux privilégiés ou que ceux qui venaient de milieux privilégiés de manière générale. Et donc, finalement, ça créait une vraie frustration. Imaginez, tu viens de l'étranger, donc comme moi, tu as la pression de ta famille, tu es peut-être l'aîné ou sans même être l'aîné, tu as toute une famille qui compte sur toi, qui a mis tous ses espoirs, qui a placé tous ses espoirs sur toi. Et toi, tu te retrouves là à même pas réussir à trouver un stage pas pendant 1 mois, pas pendant 2 mois, pendant 6 mois, 7 mois, presque 1 an. Non, ouais. Et je me suis dit, mais en fait, faut que je fasse quelque chose à mon échelle. Je sais pas ce que ça va donner, mais je tente. Et puis, si ça peut, au lieu de prendre 1 heure à aider une personne, je prends 1 heure à faire du contenu qui va aider ne serait-ce que 50 personnes, 100 personnes. Ça n'a pas de prix, quoi. Donc, vas-y, let's go. Et c'est comme ça que je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la petite longue histoire. C'est top. Et moi, ce que je retiens de tout ce que tu viens de dire, c'est l'importance finalement de l'entourage, de finalement avoir un entourage qui va nous tirer vers le haut, qui va être entre guillemets en accord avec nos ambitions, qui va pas nous tirer vers le bas. Il y a aussi la capacité d'analyser son environnement. Souvent, tu répétais que ce soit quand tu arrives en France, tu analyses un peu les codes, tu essaies de rencontrer de nouvelles personnes. Quand tu arrives dans le monde de l'entreprise, pareil, tu as analysé ton environnement pour comprendre les codes et tu as fait entre guillemets des heures supplémentaires en allant à des after-work, etc. pour aussi créer des connexions avec des collègues. Donc, tu as vraiment une relation avec l'environnement qui t'entoure. Et ensuite, pour TikTok, je trouvais ça intéressant. C'est que, en fait, je t'ai dit peut-être j'ai pas encore assez confiance en moi pour faire ce genre de vidéos sur LinkedIn, Instagram, parce qu'il y a déjà des gens qui me connaissent. Mais par contre, je vais faire étape par étape. Je vais d'abord commencer sur TikTok. Ça a bien marché. Ensuite, maintenant, t'es allé sur Instagram. Donc, c'est intéressant aussi d'y aller petit à petit. Parce que peut-être que si tu avais commencé par LinkedIn ou Instagram, peut-être ça t'aurait freiné, t'aurais eu trop de pression. Peut-être t'aurais eu encore plus ce souci de perfection dans tes vidéos parce que tu serais jugé par tes collègues, par tes amis. Donc, je trouvais ça intéressant. Justement, pour rebondir sur ça, je pense que c'est important. Donc, comme on a parlé de confiance tout à l'heure, c'est vraiment pour construire sa confiance en soi, de passer des échelles petit à petit. Comme tu l'as si bien dit, t'as pas la confiance de faire quelque chose qui est un grand truc tout de suite. Ouais. Tu commences petit à petit à passer une marche après l'autre. Step by step, tout à fait. Et ça te permet... Bon, les gens qui verront le résultat final se diront « Ah, mais elle est trop forte, etc. Elle a peur de rien. » Mais c'est le travail, en fait, de petits pas passés et qui permettent d'en arriver là, quoi. Tout à fait. C'est l'objectif un peu du média, c'est justement de voir que derrière des réussites, finalement, il y a eu une construction, qu'il y a eu des étapes à surmonter, parce que
Les gens vont voir, Marie-Christine, elle a plus de 40 000 abonnés, il me semble, sur TikTok. Ils vont se dire, ah, elle est trop forte, elle avait confiance en elle, elle parle facilement, etc. Alors que finalement, tu expliques que finalement, c'est par le, entre guillemets, un manque de confiance que tu as commencé par TikTok et pas par Instagram ou LinkedIn. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'interview. Donc, ça nous permet de faire une transition. Donc, avec Luc, on a pensé à des questions à te poser sur, justement, tout ce qui est emploi, réussite dans le monde professionnel quand on est jeune. Donc, on va te poser un certain nombre de questions. Donc, peut-être, Luc, tu peux commencer par une question et j'enchaînerai. Ok. Est-ce que tu as une question à nous donner si à la fin de l'entretien, on peut nous dire, par exemple, vous avez des questions? Ça arrive souvent, ça, en entretien, qu'on nous demande si on a des questions et quel type de questions on peut poser lorsqu'on n'a rien à dire. C'est une très bonne question parce que c'est ce point-là. Il y en a qui s'obstinent à dire non, mais en fait, on ne dit pas non. On ne dit pas non quand on te pose ce genre de questions. C'est vraiment important de dire oui, d'une part, parce que pour montrer au recruteur que vous avez préparé l'entretien et que du coup, il y a des questions qui peuvent être en lien avec l'entretien, mais qui peuvent être aussi en lien avec des recherches que vous avez faites sur l'entreprise, donc pour rebondir dessus, pardon. Donc c'est déjà un très bon moyen de marquer des points auprès du recruteur. Et puis, ça permet de se rassurer de certaines choses. Savoir, par exemple, donc pour répondre à ta question, comment vous définirez la culture de l'entreprise? Ou alors demander, vous, du coup, ça fait X nombre d'années que vous travaillez là, parce que du coup, la personne s'est certainement introduite. Qu'est-ce qui vous fait rester dans l'entreprise? Comprendre aussi quelles sont ses motivations, comprendre aussi quels sont les prochains challenges auxquels on aura à faire face dans la position qu'on va occuper. Ça permet aussi de voir aussi de voir si en fait le manager, parce qu'on aura le manager en face, a su bien a bien prédéfini en fait les tâches qui vont nous être confiées, voir si on va pas se retrouver dans un environnement chaotique où ça va un peu dans tous les sens. Comprendre aussi et pouvoir nous-mêmes rebondir dessus pour dire ah ben vous parlez de ça, c'est vraiment quelque chose que je serai en mesure de faire, donc regagner encore des points. Donc vraiment poser des questions à la fin de l'entretien, c'est la base. Donc ceux qui persistent à croire qu'il faut dire non et me dire ah mais j'ai dit non mais j'ai toujours décroché le job, oui tant mieux, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ça permet vraiment parfois même de se différencier. Et si on partait peut-être en mauvaise posture à la fin faut pas se dire que l'entretien s'est mal passé, c'est terminé. Moi, il y a plein de fois où j'ai fait des entretiens, je me suis dit, j'ai totalement foiré le truc, je vais jamais être retenue. Mais je pense que à la fin, il y a eu des petits trucs, un petit déclic comme ça, qui a permis d'inverser la tendance, quoi. Ouais, donc, surtout il y a plein de questions qu'on peut poser. Surtout que je pense que quand on va demander des choses de plus en plus sélectives, c'est ça qui peut peut-être faire la différence, toutes choses égales par ailleurs. S'il y a deux candidats avec le même CV, qui ont fait une très bonne impression durant l'entretien, celui qui va poser des questions comme Marie-Christine nous conseille, du style savoir se projeter, comprendre les problématiques de l'entreprise, comprendre l'intérêt du poste auquel on postule dans l'entreprise, ça montre notre capacité de projection et montrer que vraiment qu'on se projette déjà finalement dans l'entreprise. Tout à fait. Et justement, une question que j'aurais, c'est que justement, tu as expliqué que quand on venait de certains milieux, de certains endroits en France, on va avoir des obstacles. Alors moi, ma question, c'est si je suis un jeune qui vient d'un quartier, est-ce que je dois mettre mon adresse sur mon CV ou autre, ou au contraire, est-ce que je dois ne pas le mettre? Selon toi. C'est marrant que tu poses cette question, parce que j'ai échangé avec un ami d'enfance avec qui j'étais au Sénégal d'ailleurs hier. Et en fait, il me disait que, il est brillant, il est ingénieur, super belle... un très bon profil. Et il me disait qu'en fait, il avait des difficultés à décrocher un job actuellement. Et notamment, un des points, parce que je lui demande du coup, quels sont les points qui bloquent? C'est-à-dire, ça, c'est important. À la fin, savoir aussi pourquoi est-ce que ça n'a pas marché un entretien d'embauche, c'est la clé, parce que sinon, vous ne saurez jamais pourquoi vous avez des refus. Et donc, bref, il me dit donc que un des motifs qui revient souvent, il y en avait deux, donc c'est quand même très important s'il y en a un sur deux, qui est donc lié au fait à son adresse. Et les gens lui disaient, tu habites à X endroit, nous on est dans le centre de Paris, en fait on pense que c'est trop loin. Mais en fait, au nom de quoi le recruteur décide si tu as envie de mettre 2 heures pour arriver au travail? En soi, c'est ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de t'assurer que tu vas être à l'heure au travail. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui revenait souvent et donc qui le dessert. Donc, moi, je pense que si
je dirais pas bridez-vous, donc cachez votre identité, cachez qui vous êtes, parce que c'est aux antipodes de ce que j'ai dit au début. Mais si vous voyez après 1, 2, 3 candidatures qu'en fait c'est quelque chose qui vous pose problème, qui vous dessert, enlevez en fait. Je pense que tout le monde sera pas d'accord avec moi, mais je pense que je pense qu'en fait c'est une discrimination que fait le recruteur à ton encontre. À cause de ton adresse, enfin, c'est une discrimination territoriale. Enfin, je trouve que c'est pas juste. Et au final, tu te retrouves à compétir avec des gens qui sont peut-être moins bons que toi, mais juste qu'ils vont avoir l'opportunité parce qu'ils habitent en face du bureau. Enfin, ça fait pas sens. On est en Île-de-France, enfin, avec les transports, je veux dire, les transports, enfin, ok, ça peut être compliqué, mais aujourd'hui, il y a le télétravail, tout le monde ne va pas au bureau tous les jours. Enfin, je veux dire qu'il y a quand même des alternatives qui permettent de dépasser le fait que la personne, elle arrive à 1h30, 2h, qu'elle habite, à 1h30, 2h, et donc de refuser l'opportunité, quoi. Très bon, très bien. Moi, j'ai une question toujours concernant l'entretien. Souvent, ça peut arriver que dans les questions, on nous pose, on nous demande, est-ce que vous pouvez nous donner une qualité et un défaut? À part, quel type de défaut donner pour ne pas dire des défauts qui sont catégorisés comme un peu bateau, enfin, tu sais, l'exemple de perfectionniste ou quelque chose comme ça. Vraiment le truc à ne pas sortir. Quel autre défaut on pourrait donner, ou du moins comment toi tu formulais à cette époque-là les réponses à cette question? Ok, donc déjà on est sur la même longueur d'onde. Les défauts comme perfectionniste et tout, arrêtez. Arrêtez vraiment. Je sais pas qui vous a dit que vraiment être perfectionniste, c'était, enfin, c'est quand même assez courant dans l'imaginaire commun de dire oui, je suis trop perfectionniste, etc. Mais ça marche pas. Donc bref. Donc un défaut, je dirais, à sortir, c'est par exemple la timidité. Donc en soi, c'est un défaut, mais c'est un défaut sur lequel on peut très bien rebondir. En fait, de toute façon, il y a des défauts qu'il faut éviter de sortir, mais finalement, il y en a très peu. Donc je dirais, on peut sortir un peu n'importe lequel dès le moment où on peut dire, sauf par exemple des défauts comme intolérant, des choses comme ça qui vraiment c'est un no-go. Je pense je pense que là vraiment c'est impossible de s'en sortir avec ça. T'as beau justifier, enfin et puis même toi tu dois te dire t'es intolérant, travaille sur ta personnalité, tu vois. Non bref. Donc pour revenir sur l'exemple de la timidité, tu es timide, tu peux contrebalancer ça contrebalancer en disant par exemple que c'est un défaut sur lequel tu travailles et que finalement tu travailles et tu as réussi à dépasser ça en donnant des exemples précis. Donc je dirais vous pouvez sortir n'importe quel défaut dans la mesure où prenez aussi du recul mais arrivez toujours à le justifier et à montrer comment ce défaut ne va pas être un frein pour le métier que vous allez exercer, parce que finalement il y a des défauts qui sont handicapants pour certains métiers et qui ne le sont pas pour d'autres. Donc c'est pour ça que c'est difficile de dire ne dites pas ça, dites ça, même si parfois j'aime bien donner des listes de défauts à dire et à pas dire. L'idée à retenir derrière, c'est que voilà, pensez toujours au poste auquel vous candidatez, que ce soit une qualité ou un défaut, et toujours mettez-le en perspective pour vous dire est-ce que si je dis ça en entretien au lieu d'un autre défaut, est-ce que ça va me porter totalement préjudice, ou en tout cas est-ce que je vais réussir à apporter des arguments qui vont venir atténuer le défaut et mettre quand même le recruteur en confiance pour me donner le poste. Donc, si je récapitule, c'est vraiment se dire par rapport au poste auquel je postule, quels sont les défauts vraiment éliminatoires du style commercial, je suis timide, peut-être c'est compliqué. Alors que si c'est, je sais pas, en poste peut-être de secrétaire au bras droit du CEO, peut-être que si je suis timide et que je travaille dessus, ça sera pas vraiment éliminatoire. Donc c'est vraiment comprendre, être intelligent dans nos réponses et justifier nos réponses. Et puis même, je dirais même plus loin, par exemple commercial, effectivement tu es timide, c'est quelque chose qui a priori n'est pas forcément très bien, mais tu peux très bien dire malgré ma difficulté, ça ne m'a pas empêché de réussir à générer X montant de chiffres. Et comment est-ce que j'y suis parvenue? En préparant davantage mes interventions. Donc je savais que comme j'ai tendance à un peu perdre mes moyens, je contrebalançais en préparant un maximum. Au lieu parce que l'improvisation c'est quelque chose qui me réussit pas. Donc vraiment voilà, on peut toujours trouver des moyens de s'en sortir et de rassurer le recruteur par rapport à nos défauts. Et moi j'ai une question, si je suis un jeune, je vois sur LinkedIn ou sur Indeed une offre d'emploi,
mais je vois que mes qualifications, elles matchent pas forcément avec les demandes du recruteur. Est-ce que tu me conseilles de postuler quand même si vraiment c'est le métier de mes rêves ou en tout cas un poste qui m'intéresse, ou au contraire, je me dis, je vais attendre dans 2 ans d'être prêt pour postuler? Candidate. Clairement, postule. Ouais. Mais en fait, tu n'as rien à perdre. Franchement, qui ne perd rien n'a rien. Moi, c'est mon motto. Hein. Je suis de nature fonceuse. Ouais. Tant que j'ai pas entendu un non ferme, et encore le non, parfois c'est à plus tard. Tu vois. Vraiment, je fonce. Il n'y a pas quelque chose auquel tu ne peux pas prétendre. Non. Donc, très bien, ça peut. Le fait déjà de candidater va te permettre de t'essayer, de voir en fait, parce que le recruteur, faut savoir que lorsqu'il met sa fiche de poste, il cherche, ça c'est son dream, c'est son candidat idéal. Ouais. Donc, lorsqu'il met sa fiche de poste, il s'attend pas forcément à ce que tout le monde remplisse, que tous les candidats remplissent à 100% les cases. Par contre, il y a des choses sur lesquelles il ne va pas faire impasse. Donc, si tu les remplis pas, tu vas pas forcément aller plus loin dans le process. Mais il y a des choses pour lesquelles ce sera pas rédhibitoire. Et tu peux avoir d'autres casquettes qui vont être valorisées par le recruteur et qui vont finalement te donner ta chance, qui va permettre qu'on te donne ta chance. Donc, toujours candidater s'il y a une offre de poste raisonnablement, hein, bien sûr. Enfin, si on te demande 10 ans d'expérience, t'en as que 2. Enfin, voilà, faut quand même rester réaliste et quand même, voilà, prendre du recul aussi par rapport à la situation. Ouais. Mais candidater, s'il y a une offre de poste, une offre d'emploi qui te donne envie, tu sais que tu remplis pas à 100% toutes les cases, candidate quand même. Donc, je disais, pour ce volet-là, pour déjà tenter sa chance et voir si le recruteur ne peut pas faire un pas sur certains points. Mais le deuxième point, c'est aussi pouvoir comprendre, parce que lorsqu'on va aller en entretien, si tu donnes déjà ta chance, c'est-à-dire que tu as tes chances. Et en plus, à l'issue de l'entretien, si tu n'es pas retenu, demander qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je ne suis pas légitime, ou en tout cas que vous n'avez pas retenu ma candidature, pour comprendre et travailler sur ces points-là que le recruteur aura mis en avant et qui te permettront, dans 1 an, dans 2 ans, d'être légitime pour ton poste. Ce n'est à plus tard. Votre poste, c'est vraiment soit je gagne, soit j'apprends. C'est-à-dire, si je suis pas pris, exactement, ça va me permettre d'apprendre pour plus tard avoir ce job ou le même type de job. Donc peut-être on va te poser une dernière question. Donc Luc, je te laisse poser la dernière question. Justement, tu parlais d'expérience. Pour les étudiants ou pour les jeunes diplômés qui justement ont souvent très peu d'expérience, dû au fait que voilà, ils n'ont jamais travaillé, on leur donne souvent pas aussi l'opportunité, et qui cherchent par exemple des stages ou un emploi dans une entreprise. Quels conseils tu pourrais leur donner pour justement, malgré leur manque d'expérience, faire valoir leurs autres compétences qu'ils ont acquis jusque-là tout au long de leur parcours? Ok, c'est une question qui revient d'ailleurs souvent dans mes vidéos, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, pas que, mais beaucoup de jeunes qui me disent oui, j'ai pas d'expérience, donc je sais pas trop comment les valoriser. Donc c'est une excellente question. Alors, je pense que il faut savoir que en entretien, enfin en tout cas lorsqu'on candidate, tout ce qu'on a pu faire. En dehors même sur le plan personnel, peut être valorisé auprès du recruteur. Tu fais du sport, tu as été chef d'équipe, je ne sais pas, ton équipe de football, ça t'a permis de développer des capacités, du leadership, une capacité à je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut donner du leadership par exemple, à gérer la pression, exactement, l'endurance aussi, la capacité à continuer de travailler dur, etc. La discipline, ce sont des qualités qu'on développe dans le sport. Donc, tu peux puiser dans le sport que tu fais en fait. Tu peux aussi puiser dans les activités associatives que tu as pu faire. Un exemple, moi, quand j'étais étudiante, j'ai été président, vous allez rigoler, de la cafétéria, qui en fait était une association, au même titre que le BDA, le BDS, etc. Et en fait, j'étais présidente de cette association. Tout le monde se moquait de moi. On me disait, mais c'est pas drôle, c'était pas la classe comme comme les autres associations. Mais derrière, ça disait de moi que j'étais capable de gérer une équipe. Ça disait de moi que j'étais plutôt organisée, parce qu'il fallait bien approvisionner la cafétéria en temps et en heure pour que ça puisse continuer de tourner. Ça disait de moi que je savais faire la comptabilité, parce qu'il y avait aussi la gestion comptable à gérer. Bref, en fait, puiser finalement dans les expériences du coup associatives aussi que vous pouvez faire. Et donc je vous encourage, en tant que jeune
les plus jeunes qui me suivent, à ne pas aller à l'école et vous dire non, je suis juste là pour apprendre mes cours parce que je suis premier de la classe, je vais avoir les meilleures opportunités. Pas du tout. J'ai eu des meilleures opportunités que les premiers de ma promo. Donc, ne croyez pas que l'école fait tout. Donc, faites des activités en parallèle. Ça peut être dans le cadre, donc je disais, de l'école. Ça peut aussi être même dans... Tu as monté ta petite activité entrepreneuriale en parallèle de tes études. Tu peux valoriser ça. Il s'agit juste de savoir bien le mettre en avant et de pouvoir toujours le marketer. Donc, raconter une histoire derrière. Raconter comment est-ce que ce que tu en as tiré. Et puis voilà quoi. Donc, on a tous fait quelque chose dans notre vie. Je refuse d'entendre des gens qui me disent « Non, mais j'ai pas d'expérience. » Tu as forcément une expérience. Il s'agit juste de puiser au fond de toi dans ce que tu as pu faire. Et puis voilà, quand même être aîné, en fait, c'est un travail. C'est une expérience. Tu peux mettre aîné sur ton CV. Donner des conseils. Bien sûr. Okay. Non, mais... Et, du coup, on va passer à la seconde étape de l'émission. Mais ce que je retiens de ta réponse, c'est vraiment le côté aussi, finalement, il faut bien se connaître pour savoir se mettre en valeur. Et aussi, quand on est ambitieux, c'est important de pas faire le strict minimum. On peut pas espérer avoir des résultats différents des autres si on fait la même chose que les autres. Donc, si tu es étudiant, essaie de faire des activités. Marie-Christine, elle a parlé d'être présidente de la CAFED. Pourquoi les autres, ils l'ont pas fait? Finalement, grâce à ça, elle a pu développer des compétences. Si tu es dans le sport, essaie de t'impliquer davantage, essaie d'être dans la trésorerie, essaie d'organiser des événements, etc. Donc, toujours ne te contente pas du minimum si tu es ambitieux. Et donc là, je vous propose de faire une discussion, débat sur un autre sujet qui serait finalement, en tant que jeune, finalement, c'est mieux de développer son Instagram ou son LinkedIn. Donc, c'est un peu la question que je vous pose. Selon vous, à titre personnel, est-ce que vous êtes plus team Instagram ou plutôt LinkedIn? Donc, moi, je vous laisse déjà commencer par répondre. Christine, je t'en prie. Tu vas t'inviter. Moi, je voulais vous entendre en premier. On peut. Vas-y. Tout dépend pour quel mais toi, usage. par exemple. Tout dépend pour quel usage. Moi, à titre personnel, Instagram, j'utilise ça pour communiquer, soit avec mes amis, mes proches, etc. Et pour aussi me montrer quelquefois, même si je le fais pas très souvent, mais la vie privée, tout ce qui est story, voilà ce qu'on fait et tout. Alors que LinkedIn, c'est beaucoup plus professionnel. Donc, tout dépend aussi de qu'est-ce qu'on a envie de développer dans sa vie. Est-ce que c'est juste de partager ce qu'on fait ou améliorer ses compétences professionnelles. Donc, voilà, moi, je pense que tout dépend de l'enjeu à développer. Moi, en fait, j'ai tout fait à l'envers dans le sens où j'ai d'abord créé un LinkedIn à 17 ans. Et je crois que c'est à 19 ans ou 20 ans que j'ai créé un Instagram. Mais honnêtement, actuellement, je préfère Instagram à LinkedIn, alors qu'avant, c'était l'inverse. On verra pourquoi. Mais en tout cas, moi, je trouve que sur LinkedIn, de plus en plus, on raconte sa vie juste pour faire des vues. Je courais après le bus, il y a une flaque d'eau qui m'est tombée dessus. J'ai appris l'importance de l'humilité. Tu vois, vraiment des trucs. Non, mais en fait, ça, et ou sinon, en 3 mois, j'ai réussi à avoir 10 000 euros. En fait, voyez-moi, c'est la course à l'histoire la plus incroyable. Et je trouve que même en termes de santé mentale, il y a un moment de LinkedIn, ça m'a fatigué. Genre, j'ai 16 ans, je gagne 30 000 euros par mois et toi, tu fous rien, t'es une merde. Tu vois, c'était des trucs comme ça. Je trouve vraiment, en fait, je trouvais que c'était, Je te compare aux autres, forcément. Ouais, en plus, comme LinkedIn, c'est bizarre parce qu'en fait, tu vois ce que les gens like. Oui. Donc, t'as moins de contrôle sur ton contenu. Instagram, je me désabonne, c'est réglé. Mais LinkedIn, tu vois, un tel a commenté. Et comme j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans mon entourage, j'ai que des trucs comme ça. Comment je suis passé en 2 mois à gagner 30 000 euros. Tu vois, en fait, t'as une pression qui se crée. Et je trouvais que ça a perdu de sa valeur parce que LinkedIn, c'était beaucoup de la valeur ajoutée. Et maintenant, je vois vraiment tout et n'importe quoi. Alors que bizarrement, sur Instagram et même TikTok, qu'on sous-estime, je trouve que ça devient de plus en plus sérieux. Et surtout, ils demandent même sur Instagram et TikTok, est-ce que ce contenu te satisfait ou non? Ça te satisfait pas, tu dis non, tu verras plus ce genre de contenu. Donc, j'ai plus de contrôle sur mon contenu sur Instagram et TikTok. Et ça me permet d'avoir plus de valeur, pour mes objectifs, pour mes projets. Et même pour ma santé mentale, j'ai plus de contrôle pour me protéger. Alors que LinkedIn, c'est vraiment la course à, j'ai eu tel poste, moi ça, voilà. Okay. Donc c'est pour ça, c'est important LinkedIn, j'adore LinkedIn. Mais, actuellement en tout cas, je préfère Instagram.
dit-il en tant que... C'est vrai. Il est en train de blaguer ici. C'est vrai. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. Je dirais que... Bah, moi, je mettrais LinkedIn quand même en top. Parce que pour la carrière, il y a des opportunités qui sont publiées tous les jours. On peut rentrer en contact avec des professionnels, ce qui est très important, comme je le disais aussi. Donc oui, clairement pour sa carrière, pour moi c'est un outil, enfin c'est une plateforme sur laquelle il faut être actif. Après, comme toute plateforme, il faut faire attention aux dérives. Et je pense qu'effectivement c'est important de faire attention au contenu du coup qu'on suit, auquel on s'abonne, etc. Comme tu disais, toi, du coup, t'es dans le monde de l'entrepreneuriat. Je vois très bien ce que tu dis parce que là, du coup, maintenant que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat, je me suis mise à suivre quelques comptes et du coup, très vite, c'est un peu du contenu qui commence à polluer mon feed. Mais je reste quand même d'avis qu'il y a encore beaucoup de bons contenus et il faut juste faire le tri, faire toujours attention à au contenu qu'on suit, quoi. Après, c'est sûr que, on a moins de contrôle, comme tu dis, donc c'est un peu plus embêtant. Mais je trouve j'apprends encore beaucoup de choses sur LinkedIn. Et puis rien que l'accessibilité aux professionnels, aux opportunités professionnelles, le fait qu'on puisse se démarquer, qu'on puisse vraiment attirer des opportunités à soi grâce à LinkedIn, parce qu'on crée du contenu et on est vraiment sur des professionnels, donc ça va être des opportunités qui peuvent te permettre de décrocher un emploi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, LinkedIn, pour moi, c'est un outil incontournable et je mettrais définitivement LinkedIn au top d'Instagram. Et surtout, certains recruteurs, je trouve ça pas très sain, mais vont faire des recherches personnelles sur certains candidats. Et du coup, le fait de tomber sur ton Insta je trouve que c'est quand même privé. Enfin, toi, tu crées du contenu, mais la plupart des gens, ils en font un usage plutôt personnel. Être en privé. Donc pour moi Instagram c'est mon intimité quoi, et LinkedIn c'est professionnel. Oui, c'est professionnel. Oui. Et à titre personnel justement, tu as déjà pu grâce à LinkedIn avoir des opportunités? Non, à titre personnel non, parce que j'ai eu des opportunités. En fait, j'en ai eu mais que je n'ai pas saisi. Ouais, donc c'est ça la nuance. Donc j'ai eu des propositions d'emploi qui étaient même très très bien. Donc c'est pour ça que je dis mettez-vous sur LinkedIn et alimentez votre profil. Il s'agit pas juste d'être sur LinkedIn et s'arrêter. Parce que pendant longtemps moi aussi je l'ai fait, je likais mais fantôme. Mon profil pas du tout alimenté. Mais justement, comment alimenter son profil par exemple quand on est étudiant, que mettre, que poster finalement? Poster ou alimenter, c'est-à-dire son profil avec ses expériences. Donc remplir ses... Ok. Toi, je parlais plus de remplir son profil et de mettre en avant ses qualités et ses expériences. C'est ça, compléter sa partie expérience, dire ce qu'on a fait, etc. Mais poster aussi. Après, c'est plus difficile. Oui, même moi, j'ai pas forcément passé la barrière de poster sur LinkedIn. Donc, encore une fois, on n'est pas tous top boys ici. Je ferai point. Mais c'est vrai que, moi, justement, d'ailleurs, pour LinkedIn, je dis pas que c'est pas bien. Au contraire, en tant que top boy, ça me rigole. Mais plus sérieusement, non, LinkedIn, je pense que, en tout cas, on est dans les études et on veut avoir un emploi, clairement, c'est le meilleur endroit parce qu'effectivement, c'est très accessible dans le sens où, moi, par exemple, il y a des gens qui sont ministres ou délégués, etc., délégués ministériels qui me suivent. Sur Instagram, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est très personnel, plus compliqué. Et par rapport à ta question, Luc, je dirais que moi, j'ai commencé à poster sur LinkedIn en 2019, pardon. Et en fait, c'était aux États-Unis, il y avait un professeur qui nous avait donné un défi, c'était d'écrire sur le leadership. Et moi, du coup, j'écrivais des articles sur, j'ai oublié le nom, c'est un blog en tout cas, où j'écrivais sur, par exemple, pourquoi tel personnage de manga m'inspire et qu'est-ce que ça m'apprend sur le leadership, tel sportif, qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de leadership. Donc finalement, peut-être essayer de voir une passion qui a peut-être un lien avec votre expertise. Si vous voulez travailler sur tout ce qui est marketing, montrer la force du marketing de telle entreprise, de tel entrepreneur. Si vous êtes plus, dans le copywriting, peut-être montrer vos capacités justement à attirer du trafic sur vos posts LinkedIn. Donc toujours dites-vous comment LinkedIn ça peut travailler en votre sens en montrant finalement vos compétences par l'action. Et comme Marie-Christine l'a expliqué, n'oubliez pas que le réflexe de tout le monde, c'est je regarde votre profil. Donc le titre,
il faut qu'il soit clair. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre valeur ajoutée? Vos expériences que ce soit clair. Pas juste dire je fais master commerce parce qu'il y en a beaucoup sur LinkedIn. Mais quelles compétences j'ai pu développer, quels cours j'ai, s'il y a un professeur qui est connu, le mettre en avant, mettre en lien vers le master en question, etc. Parce qu'effectivement, c'est un peu votre vitrine, c'est un peu, vous avez des clients qui veulent rentrer dans un restaurant, ils vont dire, OK, c'est quoi le menu? Est-ce que ça a l'air appétissant de l'extérieur? Et ensuite, je rentre en détail. Donc, faites attention, effectivement, à ces choses-là. Et peut-être que vous avez un dernier mot avant qu'on passe au dernier débat. Est-ce que vous avez un dernier mot sur Instagram, LinkedIn ou pas du tout? J'aurais dit faites attention à vos réseaux sociaux. Enfin, soignez-les, c'est vraiment important. Enfin, ça rejoint ce que tu as dit. Soignez-les. Si vous postez des photos qui peuvent porter à une mauvaise interprétation de votre personne, etc., les photos en maillot de bain, je cite sur Instagram. Mettez votre profil en privé. Si vous êtes surtout dans un domaine où on peut faire des checks, c'est pas dans tous les domaines où le recruteur va venir faire des contrôles, mais ça peut arriver. Donc vraiment faites attention parce que la barrière elle est fine entre les deux et certains recruteurs ne vont pas se dire ah mais c'est son compte perso donc je dois prendre ça en compte. Certains vont juste englober tout et vous catégoriser par rapport à ça. Donc vraiment faites attention aux réseaux sociaux, ça peut apporter beaucoup d'opportunités, mais ça peut aussi vous faire passer à côté d'opportunités. Donc oui, soignez votre image. Donc là, il nous reste, on va dire, à peu près 3 minutes pour un dernier débat. Donc là, c'est une question pour nous trois. C'est par exemple, je suis étudiant ou je suis dans le monde de l'entreprise. Comment je peux entreprendre à côté ou faire des activités extrascolaires? Donc peut-être une minute chacun, donner des conseils sur ce sujet-là. Donc on commence par toi, Marie-Christine. Quel conseil tu donnerais sur, je sais pas, je suis dans le monde de l'entreprise, par exemple, et je veux créer une page de TikTok pour vraiment avoir de l'impact. Donc quel conseil tu donnerais, par exemple, à cette personne-là? Dans n'importe quel domaine? Vraiment n'importe quel domaine pour s'organiser, pour à la fois être performante dans le monde de l'entreprise et pouvoir avancer sur son projet, soit de business, soit de création de contenu. Comment on fait pour s'organiser et avancer sur ces deux sujets? Je dirais l'organisation, extrêmement important. C'est lorsqu'on se met à faire plusieurs choses à la fois, c'est très important de bien séparer le temps qu'on alloue à chaque chose, bien définir le temps qu'on alloue à chaque chose et de s'y tenir, bannir les distractions parce que il y a de plus en plus de distractions et c'est très facile de très vite empiéter. Enfin, on se dit, allez, bon, j'ai prévu 1 heure pour ça, 1 heure pour l'autre activité. Et en fait, si tu as passé 15 minutes sur Insta avant, mais finalement, tu voulais passer 15 minutes, mais tu te retrouves à avoir passé 30, du coup, ça déborde sur ton planning. Donc, vraiment, essayez de vous tenir à cette organisation que vous définissez en amont. Et aussi, je dirais, faites pas comme moi. Faites pas un travail où en fait, on te demande qui te demande de travailler beaucoup. C'est difficile de combiner les deux, sinon on se retrouve en train de faire plein de choses, mais plein de choses pas très bien, et du coup on a des résultats moyens dans les deux. Et donc après, forcément, c'est difficile de se lancer quand on n'a pas de sécurité, quand on n'a pas... Enfin voilà quoi, c'est quand même important de pas se lancer comme ça dans l'inconnu. Enfin, faut manger, faut pour remplir le frigo. Voilà, pour remplir le frigo, etc. Donc voilà, je dirais vraiment faites attention à choisir un travail. Si vous savez que vous voulez entreprendre à côté, il y a des employeurs qui sont très ok avec ça, hein, qui peuvent même te soutenir dans ton activité, le temps que tu décolles, dès la mesure où le travail est bien fait. Donc faites toujours bien votre travail. Et derrière, assurez-vous d'avoir un travail qui vous laisse le temps, la bande passante pour entreprendre à côté, pour bien faire les choses. Okay, parfait. Et Luc, on va dire 30-40 secondes. Moi, à titre personnel, le domaine de l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui m'est pas très proche. Mais je peux parler du domaine associatif que je connais bien. Et donc, pour les étudiants qui veulent se dégager un peu de temps pour justement... consacré aux associations, même aux associations étudiantes qui peuvent paraître de loin quelque chose de un peu superflu. Enfin, moi, je pense que c'est une superbe opportunité parce que d'une part, ça te permet de rencontrer des personnes. D'autre part, ça permet de développer de nouvelles compétences que l'on n'aurait pas forcément l'opportunité de développer ailleurs. Et troisièmement, ça permet juste de vivre sa vie étudiante différemment et ses études en général. Donc voilà, moi, je recommande vivement aux étudiants qui ont cette chance et cette opportunité de rejoindre des associations lorsque
dans leurs écoles, elles en ont. Et donc, pour cela, enfin, comme tu l'as dit précédemment, oui, c'est une question d'organisation. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Moi, pour faire vite, je dirais que moi, quand j'étais créateur de contenu, étudiant et dans le domaine associatif, ce que je faisais, je créais des saisons. C'est-à-dire, j'allais dire, par exemple, de telle heure à telle heure, c'est que les cours et je regarde rien d'autre que les cours. De telle heure à telle heure, ce sera plus création de contenu et créer des habitudes. Par exemple, moi, c'était tous les dimanches, je créais tous mes posts LinkedIn et après, j'y touchais plus, je faisais que de les publier et de les programmer. De telle heure à telle heure, le samedi, c'était que l'association. Donc vraiment, en fait, je crée des saisons dans mes semaines pour vraiment être focus parce que comme Marie-Christine l'explique, quand on est en train de faire deux choses en même temps, finalement, on fait rien de bien. Donc c'est important de se dire là, je fais que ça. Ensuite, je fais autre chose pour vraiment que notre cerveau il soit focalisé sur une tâche et qu'il soit au plein à son plein potentiel finalement. Donc voilà, et surtout aussi connaître ses priorités et connaître l'impact de ses actions. Par exemple, on est tous les deux créateurs de contenu. Au début, je pensais qu'il fallait avoir un décor comme ici maintenant, mais j'ai fait étape par étape. Moi, si vous voyez mes premières vidéos, la première vidéo qui a fait 1 million de vues sur Instagram, c'était un fond blanc. J'avais pas de contour, rien du tout. J'étais pas bien habillé et tout. Et pourtant, elle a fait 1 million de vues parce que je me suis dit, OK, là, t'es débutant. Concentre-toi sur la valeur que tu vas apporter. Et donc voilà. En tout cas, merci Marie-Christine d'avoir été là. Donc peut-être tu peux nous dire où on peut te suivre et on mettra ça en description. Mais où on peut te suivre finalement pour avoir des conseils dans l'emploi. Merci beaucoup Pierre, j'ai beaucoup apprécié l'émission qu'on a pu passer, Luc aussi, donc merci à tous les deux de m'avoir pour cet échange. Ouais. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et sur Instagram, donc c'est la jobsetteuse, la jet set, donc la jobsetteuse, pour faire le petit jeu de mots, pour montrer qu'on sait s'amuser, mais savoir surtout rester focus pour atteindre ses objectifs, c'est important, donc voilà, vous pouvez me suivre sur mes 2 plateformes. Et sur LinkedIn, sinon Marie-Christine Kameni. Vous aurez tout ça en description. Merci beaucoup et n'oubliez pas ici, l'objectif c'est de vous montrer que l'ambition c'est une boussole et que même s'il y a des vents contraires, il faut garder le cap parce que notre ambition va nous ramener à la destination qui est la réussite. Merci et je vous dis rendez-vous à une prochaine émission sur le sujet de Me parle pas d'âge.